Bonjour. Aujourd'hui, le titre est Traverser le deuil invisible d'un conjoint atteint d'Alzheimer. Bienvenue. Bienvenue sur la gratuité de la vie en héritage où nous découvrons ensemble les cadeaux inestimables qui nous habitent. Good thing, bonne chose, bon bagaille. Je partage des leçons de vie tirées de mes expériences, de mes lectures, mes rencontres et les moments de réflexion pour aider chacun de nous à mieux comprendre et à embrasser les défis et les cadeaux de la vie. Good thing, bonne chose, bon bagaille. Nous avons élevé les enfants à la campagne. Nous avons donné aux enfants des valeurs qui restent de la vie. Peu importe si vous avez des difficultés financières ou relationnelles, c'est possible de passer à travers. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vous partage une partie intime de mon parcours, celui de l'accompagnement de mon conjoint atteint de la maladie d'Alzheimer et du deuil qui a commencé bien avant son dernier souffle. C'est un deuil particulier, souvent silencieux, où la personne qu'on aime s'efface lentement sous nos yeux, jour après jour. Je vais parler aussi de l'espoir, des ressources, du courage qu'il faut, mais aussi de la tendresse qui demeure, même lorsque les souvenirs disparaissent. Ce témoignage, je l'offre à tous ceux et celles qui vivent cette réalité, même si cela semble difficile, mais pour vous dire que vous n'êtes pas seul, ok? Malgré les difficultés, il reste des belles choses, des souvenirs qui nous restent, des belles choses de la vie. Good thing, bonne chose, bon bagaille. Bien, j'ai décidé de vous parler de ce sujet qui me tient vraiment à cœur, comme je disais, parce que c'est le deuil de mon conjoint et plus particulièrement cette forme de deuil qu'on commence à vivre bien avant la mort lorsqu'un être aimé est atteint de la maladie d'Alzheimer. Mon histoire d'amour avec le père de mes enfants a commencé très tôt. J'étais adolescente, autour de 14 ou 15 ans, quand je l'ai rencontré. Il était mon voisin, à quelques rues de chez ma mère. Je me souviens encore d'avoir dit à ma sœur, j'ai rencontré quelqu'un, il est différent des garçons de mon école. Il est plus vieux, plus mature. Lui, il était plus vieux que moi, il avait des jeunes copines, puis il voyageait beaucoup. Mais on a tout de suite développé une belle complicité, parce qu'à chaque fois qu'il visitait sa mère, c'était une occasion de venir me voir, de parler de tout et de rien. Nous sommes restés des bons amis. La vie nous a menés sur des chemins différents. Moi, j'ai eu des chums, des copains. Ici au Québec, on dit des chums, des copains. J'ai poursuivi mes études. J'ai déménagé à Ottawa à plusieurs reprises. Mais malgré la distance, nous avons toujours gardé contact. Lorsque il allait rendre visite à sa mère, il venait à chaque fois pour me dire bonjour. Et puis quand il venait, on partageait nos réflexions sur la vie, on allait manger au restaurant, on parlait de nos échecs amoureux, on parlait de nos rêves. Et puis un jour, après plusieurs détours, nous sommes retrouvés sur la même longueur d'onde. On était tous les deux fatigués des histoires compliquées, des relations amoureuses difficiles qui n'allaient nulle part. Et ce jour-là, on a osé partager ce qu'on souhaitait vraiment vivre dans une relation. À notre grande surprise, nos rêves les plus fous se rejoignaient.
On voulait une vie simple, on voulait une vie à la campagne, on voulait une grande famille, on voulait le respect, la complicité et beaucoup de rire. Et durant cette période, je voulais me marier. Pour moi, c'était important. Lui, il ne voyait pas la nécessité parce qu'il a accepté à le remettre la décision à plus tard parce qu'il ne voyait pas la nécessité de le faire dans dans les temps qui ont suivi. Et finalement, on s'est mariés pendant ma grossesse de notre troisième enfant. C'était pas parce que c'était son rêve à lui, mais c'est parce qu'il savait que pour moi, c'était important pour ma sécurité affective. Et ce geste, à sa manière, c'était aussi une belle preuve d'amour. Nous avons construit ensemble une vie de famille à la campagne, comme vous savez. Pas une vie parfaite, mais une vie qui était heureuse. On n'avait pas beaucoup d'argent, mais nous avons de la volonté, de l'amour et du respect. Chacun jouait son rôle, lui comme père et partenaire, moi comme mère et chercheuse de solutions. Je lisais beaucoup, je proposais des idées pour améliorer notre communication, notre éducation avec les enfants, notre vie de couple. Il y avait beaucoup d'humour et de souplesse aussi. Il disait souvent en riant, ce que femme veut, Dieu le veut. C'était un homme curieux et très présent aussi pour les enfants. Et puis un jour, quelque chose a commencé à changer. Sa mère a décidé de déménager. Ce fut un choc immense pour lui, un traumatisme même. Parce que la mère avait décidé de tout jeter, faute d'espace, et cela l'a profondément bouleversé. Il s'est mis à parler souvent de ses souvenirs d'enfance, de son père, de ses regrets. Peu à peu, il venait presque plus à la maison. Il passait de plus en plus de temps chez sa mère, comme pour aller essayer de s'accrocher comme au passé. Je crois que c'est à ce moment-là que le deuil a commencé, pour moi et aussi pour les enfants aussi. Il n'était même plus tout à fait lui-même. Lui qui aimait jouer avec les enfants, il aimait rire, bouger, s'impliquer dans les activités, faire des jeux de contact physique. Il s'éloignait, mais il refusait toute médication. Pour lui, ça devait se guérir dans la nature. Il rejetait toute aide et moi, je me sentais désemparée. J'ai dû retourner à l'école pour me former et subvenir aux besoins des enfants. Travailler, gérer la maison, les rendez-vous, les devoirs. C'était une période extrêmement difficile. J'avais connu cette maladie parce que ma grand-mère du côté maternel souffrait de la maladie d'Alzheimer et je reconnaissais les signes. Fait que, avant de continuer, je vais essayer de définir la maladie d'Alzheimer. Pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez aller voir les informations. Ça s'appelle la maladie d'Alzheimer, A-L-Z-H-E-I-M-E-R, dans le site de la Société d'Alzheimer, le site alzheimer.ca. On dit que la maladie d'Alzheimer, c'est une forme de démence qui entraîne la dégénérescence progressive du cerveau. Elle affecte la mémoire, le raisonnement, le comportement et l'autonomie de la personne. Ce n'est pas une maladie normale du vieillissement, même si elle touche surtout des personnes âgées. Les premiers signes sont souvent discrets, oubli des choses fréquentes, peut avoir la désorientation, des changements d'humeur, difficulté à faire des tâches quotidiennes ou encore retrait social. Par exemple, dans le cas de mon conjoint, cela s'est manifesté d'abord par un attachement exagéré à ses souvenirs, puis une difficulté à rester dans le présent avec ses enfants. La personne malade ne se rend pas toujours compte de son état et c'est souvent l'entourage qui remarque les premiers signes. Ce qui est douloureux, c'est qu'on perd la personne petit à petit, bien avant sa mort physique.
habituellement, quand la personne refuse des soins ou les diagnostics, ça, des fois, ça rend les choses encore plus compliquées. Mais lorsqu'on commence à sentir les signes, on peut demander à être évalué par un médecin ou un psychologue de la situation. Ça, c'est la définition de la maladie d'Alzheimer dans le site de alzheimer.ca. Pourquoi je vous disais que moi, je connaissais la maladie d'Alzheimer, c'est parce que je l'avais déjà vue de très près dans ma propre famille. La mère de mon père, ça veut dire ma grand-mère, du côté de mon père, elle était atteinte d'une maladie d'Alzheimer. Parce que nous, mes parents ont eu 3 filles. Moi, j'étais l'aînée. Dans les dernières années de la vie de ma grand-mère, c'est ma mère qui a pris soin d'elle. Elle l'a accompagnée patiemment, tendrement jusqu'à la fin. Je me souviens très bien de cette période parce que je voyais à quel point cela demandait du courage, de la force et surtout beaucoup d'amour. Ma mère, qui n'était pas sa fille, ma mère, elle s'en est occupée avec dignité, même si ma mère n'était plus avec mon père dans cette période-là. Je crois que cette expérience m'a profondément marquée parce que pour moi, j'ai compris tout de suite que c'était vraiment une maladie incurable. Par exemple, je me rappelle ma grand-mère, j'étais encore jeune, moi puis mes 2 sœurs, on riait beaucoup du comportement de ma grand-mère sans comprendre ce qui se passait. Parfois, elle nous appelait par des prénoms qui n'étaient pas les nôtres. Des fois, elle nous traitait comme si nous étions des bébés ou même comme des étrangers. Elle disait « Hey, Timoun, Timoun, non, 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 non. » Puis, elle nous reconnaissait pas, ni maman, ni mes sœurs, mais elle reconnaissait seulement son fils, qui était mon père. À chaque fois qu'il rentrait à la maison, elle lui racontait toutes sortes d'histoires sans queue ni tête. Mais nous, dans notre innocence, on trouvait ça drôle. Parce qu'elle disait toutes sortes de choses. Hey, Timoun, on est allé au magasin, on a volé les choses du magasin, on a fait mal à un monsieur. Mais nous, on riait parce qu'on ne comprenait pas comment cette maladie était vraiment silencieuse. Cette maladie était vraiment une maladie silencieuse. Puis un jour, je m'en souviendrai toujours, mon père est arrivé à la maison, comme d'habitude, et cette fois-ci, ma grand-mère n'a pas reconnu mon père, parce que mon père était fils unique. Et ma grand-mère a regardé son fils dans les yeux et elle a dit « C'est qui, toi? » Et ce jour-là, il avait les larmes aux yeux. Un silence glacial était tombé dans la maison. Là, nous, habituellement, on trouvait toujours ça drôle, mais cette fois-ci, c'était pas drôle du tout. Mon père répétait à plusieurs reprises, « Mais c'est moi, je suis ton fils. Mais c'est moi, ton fils. » Mais mon père a alors compris que c'était irréversible. Et ce fut un moment marquant pour moi. À l'époque, j'aurais jamais imaginé que je vivrais un jour la même chose, mais cette fois-ci avec mon conjoint. Quand celui que tu aimes te regarde dans les yeux et qu'il ne te reconnaît pas, c'est comme un coup direct dans le cœur. La personne ne change pas physiquement,
mais elle est absente. Tous les rêves s'effondrent doucement et tu comprends que crier ne changera rien, que tu es impuissante. Ce fut la partie la plus douloureuse parce que tout ce que je vivais avec mes enfants, leur découverte, leur croissance, leur réussite, je ne pouvais plus le partager avec lui. Je voyais tout ce qui me manquait, tout ce qu'il aurait adoré voir ou entendre, et comment il serait fier des enfants. Et ça me brisait le cœur. Tous mes rêves s'écroulaient à petit feu. Excusez. La maladie du père des enfants, la maladie d'Alzheimer, c'était pas quelque chose que je pouvais parler à tout le monde. C'était très difficile. Je me sentais impuissante. Le père de mes enfants n'a jamais voulu de diagnostic officiel, ni de traitement. Il allait et venait entre notre maison et celle de sa mère. Quand il était chez nous, il s'ennuyait de sa mère. Et quand il était chez elle, il s'ennuyait de ses enfants. Il devenait comme une ombre de lui-même. Et pourtant, autour de moi, peu de gens semblaient y croire. Parce que de l'extérieur, ces personnes qui vivent ce problème ne changent pas physiquement. Parce que quand tu regardes la personne, tout semblait normal. Et puis lui, c'était un homme qui était toujours de bonne humeur. Il y avait toujours les mêmes blagues, les mêmes endroits où il passait. Il faisait toujours le trajet à chaque jour. Habituellement, il faisait en voiture. Habituellement, ça dure en voiture, c'est peut-être 1h15 de chez... Peut-être entre 45 minutes et 1h15 en auto. Et une journée, on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé avec son truck. Il a commencé à voyager à bicyclette et il faisait la distance au lieu de 1h15 en auto. Il le faisait en voiture, il le faisait à bicyclette. Je ne sais pas combien de temps cela lui prenait, parce que je crois que parfois ça lui prenait 3 heures même. C'était très inquiétant. Même sa mère, elle avait du mal à croire qu'il était malade parce que pour elle, cette maladie, la maladie d'Alzheimer, pour elle, c'était une maladie de gens très âgés. Et puis pour elle, son fils n'avait pas encore cet âge parce que même si elle était âgée, sa mère, elle était encore autonome dans sa maison. Pour les enfants aussi, ça avait déjà, le deuil avait déjà commencé. Comme je disais tout à l'heure, il n'était plus là pour les accompagner dans leur activité, pour faire les travaux de la maison. C'était quelqu'un qui aimait jouer physique aussi avec les enfants. C'était difficile de les voir grandir sans leur père pleinement présent. Je me rappelle que mon plus jeune, lui, il avait environ 7 ans à l'époque, a un jour lancé une phrase qui m'avait déchiré le cœur. Parce que ses frères riaient de lui parce qu'ils ne savaient pas comment remonter le moteur d'un scooter. Il y avait une genre de petite mobilette. Puis il y avait eu un problème avec le moteur. Il avait enlevé le moteur, mais il n'était plus capable de le remonter. Et les plus vieux ont ri de lui. Et puis, je me rappelle, il a dit c'est facile pour vous. Vous avez eu un père qui vous a montré comment faire. Mais moi, je n'ai pas de père pour me montrer comment monter le moteur. Et ce jour-là, j'ai compris à quel point cette absence invisible laissait des traces. Les 2 plus jeunes, eux, n'avaient pas vraiment connu leur papa comme les plus vieux l'avaient connu. Parce qu'ils étaient jeunes quand il a commencé à décliner. Leurs souvenirs sont flous, parfois confus. Ils n'ont pas eu la chance de vivre ces moments complices aussi longtemps
où leur père était encore pleinement présent, drôle, attentif et inventif. Il aimait ça. Une autre anecdote que je me rappelle, c'est que lorsque ma fille, elle entrait dans l'adolescence, elle m'avait demandé la permission d'avoir un piercing. Et puis, elle a parlé aussi de tatouage. Je savais que cette période, c'était une période pour une façon de découvrir comment s'affirmer, comme beaucoup de jeunes à cet âge. Mais moi, intérieurement, c'était beaucoup à gérer pour moi en tant que mère seule, déjà prise dans toutes sortes de responsabilités. Et je lui ai répondu doucement. Je lui ai dit, ben, tu sais, princesse, ton papa aimait les filles simples, sans piercing, ni tatouage. Puis moi non plus. Ce n'est pas quelque chose qui m'attire. Mais quand tu auras 18 ans, tu prendras ta décision. Elle aimait beaucoup son père, même si elle ne l'avait pas connu dans toute sa présence. Alors, elle a attendu par respect, je crois. Oui, parce que ça a été une période plus tranquille. Elle a retiré cette conversation pendant 1 ou 2 années. Puis, vers l'âge de 15-16 ans, elle est revenue me voir pour me dire qu'elle voulait quand même un piercing au nombril. Elle l'a fait sans me le dire. Pour elle, c'était une façon d'être elle-même dans sa génération, dans sa culture du moment. Même si pour moi, je n'aimais pas les piercings, j'ai finalement accepté tout en lui disant que c'était caché au moins, que si un jour elle changeait d'idée, elle pourrait toujours l'enlever. Elle n'a jamais fait de tatouage, en tout cas pour le moment, et notre lien est resté respectueux malgré les différences de génération ou de perception. Ce sont toutes des petites histoires, mais elles révèlent à quel point l'absence d'un parent peut influencer les choix, les comportements, les identités de nos enfants, même des années après la disparition. Et puis, un jour, on s'en attendait le pire, c'est qu'un jour, le père a disparu. Il était ni chez nous, ni chez sa mère. On a paniqué. Il commençait à faire froid et il était déjà passé minuit. Et j'ai dit à grand-maman, à sa mère, je l'appelais grand-maman, j'ai dit il faut appeler la police. Après plusieurs heures de recherche, ils l'ont finalement retrouvé, confus, désorienté. Et ce fut le moment où il a fallu accepter l'inévitable. Il devait être placé pour sa sécurité. Et ce fut un autre deuil. Il est resté environ 3 ans en établissement avant de décéder. Et même si nous avions déjà fait une grande partie du deuil pendant sa lente disparition, sa mort a été une nouvelle onde de choc. Aujourd'hui, quand je regarde mes enfants grandir, s'épanouir, réussir, je pense souvent à lui, à ce qu'il aurait adoré partager avec eux, à tout ce qui a manqué. Et pour ceux qui écoutent en ce moment ou qui vivent, qui ont des gens qui vivent cette maladie similaire, la maladie d'Alzheimer, je vais vous donner l'espoir que vous n'êtes pas seul. Vivre aux côtés d'un être cher atteint de la maladie d'Alzheimer, c'est traverser des montagnes russes d'émotions. C'est difficile, parfois même épuisant. Les changements d'humeur, les pertes de repères, voire l'agressivité peuvent devenir lourds à nos portes, surtout quand on se sent seul. Mais il est important de se rappeler que vous n'êtes pas seul. Il existe des organismes, des groupes d'entraide, des ressources communautaires et professionnelles pour vous accompagner à chaque étape. Comprendre la maladie et son évolution peut vraiment aider à mieux vivre le quotidien. Et surtout, demander de l'aide ne veut pas dire qu'on abandonne. Cela signifie pas nécessairement placer la personne qu'on aime. OK? L'objectif, ça ne veut pas dire de placer automatiquement quelqu'un dans un centre.
L'objectif, c'est souvent de garder notre proche à la maison le plus longtemps possible dans le respect de sa sécurité et de notre propre santé. Je me dis la propre santé autant morale que physique, parce qu'avec l'épuisement. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Il n'y a que votre décision, celle qui respecte votre réalité et votre amour. C'est seulement vous qui pouvez décider. Même si un jour vient où on doit choisir un centre d'hébergement, vous aimerez toujours cette personne. Et ceux qui jugent ne savent pas ce que vous traversez. J'ai travaillé dans différents CHSLD et j'ai vu de mes propres yeux les soins attentionnés dans les unités qu'on appelle prothétiques. C'est les gens qui ont des problèmes de cette maladie à cause de leur comportement. C'est conçu pour les gens vivant avec cette maladie. Ils peuvent circuler librement. Et ce sont des milieux sécurisés où les résidents peuvent circuler librement tout en étant entourés et compris. Et si vous êtes encore à la maison et avec la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, sachez qu'il existe aussi des solutions, des répits. Les CLSC, ni ici au Québec, on a les CLSC, peuvent envoyer quelqu'un à domicile pour vous permettre de souffler un peu. Ils permettent des fois d'aller faire des courses, prendre du repos, respirer. Fait que l'important, c'est pas rester seul. Ça, pour moi, c'est important de le dire. Parce que la maladie d'Alzheimer peut frapper n'importe qui. Personne n'est à l'abri. Comme le médecin me dit maintenant, cela ne va pas nécessairement parce qu'on est âgé. Maintenant, n'importe qui peut l'avoir et les différents âges. Mais n'oubliez pas qu'avec de l'aide, le soutien et beaucoup d'amour, on peut traverser avec cette épreuve un peu plus avec douceur. Comme je vous disais, dans le programme de CLSC, il y a des programmes de répit. Puis demander de l'aide, ça ne signifie pas abandonner. Okay? C'est seulement prendre soin de soi pour mieux continuer à aimer. Il n'y a pas de honte non plus à ressentir de la fatigue ou à devoir faire des choix difficiles. Ce que vous faites est profondément humain, précieux et empreint d'amour. Vous donnez sans compter avec patience et amour, souvent dans l'ombre. Mais sachez que dans le cœur de la personne aidée, même si les mots s'effacent, votre présence ne s'oublie jamais. Ça, j'ai trouvé ça, c'est anonyme, je ne sais pas c'est qui l'a dit. J'ai trouvé ça intéressant. C'est que ça dit que vous donnez sans compter, les personnes qui prennent soin des gens Alzheimer, dit que vous donnez sans compter avec patience et amour, souvent dans l'ombre. Mais sachez que dans le cœur de la personne aidée, même si les mots s'effacent, votre présence ne s'oublie jamais. Si vous cherchez un peu de lumière, et vous aurez le goût de pleurer, regardez le film Les pages de notre amour. C'est un film, ça s'appelle The Notebook. Oui, mais ça, à chaque fois que je l'écoute, ça fait longtemps que je ne l'ai pas écouté, mais quand je l'écoutais, j'ai des larmes aux yeux à chaque fois. Mais c'est une histoire bouleversante et magnifique d'un homme qui, chaque jour, relie à sa femme atteinte de la maladie d'Alzheimer leur histoire d'amour avec tendresse et espoir. Parce que même si les souvenirs s'effacent, l'amour, elle reste vivant. Fait que si vous voulez aller voir, vous pouvez voir le film Les pages de notre amour. Il y a d'autres films que j'ai pas eu la chance de voir, mais j'ai vu que c'est des suggestions des films d'espoir pour les aidants. Il y a Still Alice. C'est aussi une histoire d'une femme atteinte de maladie d'Alzheimer précoce qui est émouvant. The Father avec Anthony Hopkins. Ce film plonge dans la réalité d'un homme vivant avec l'Alzheimer. C'est un film qui est très touchant.
Elle est très respectueuse des émotions des proches. Et il y a le film Away from Her, Loin d'elle. Ça aussi, c'est un chef-d'œuvre canadien réalisé par Sarah Polley. C'est une histoire d'un couple dont la femme développe la maladie d'Alzheimer. Fait que vous aurez du choix. Il y a aussi beaucoup de suggestions de ressources. Vous pouvez aller voir, comme je vous disais, dans la Société d'Alzheimer du Québec. Okay. C'est un service qui est gratuit aussi. Vous pouvez aller voir sur Internet. Il y a une ligne d'écoute, il y a un groupe de soutien, il y a la documentation, il y a Info Aida, qui est un appui pour les proches aidants, que vous pouvez parler à quelqu'un. Okay, c'est sur le site www.l'appui.org. Et il y a des deuils, les accompagnements aussi, par exemple, un deuil jeunesse que vous pouvez aller voir. Et il y a également des livres. Moi, j'ai pas eu la chance de le lire, mais il y en a un qui est très intéressant. C'est La maladie d'Alzheimer de Dr. Serge Gauthier, collaborateur du Québec. Il y a Vivre le deuil au jour le jour avec Christophe Fauré et Continuer à vivre de José Jacques. Fait que bonne chose. Good thing. Bon bagaille. Je vais terminer en vous disant que si je choisis de vous partager cet épisode intime et douloureux de ma vie, c'est parce qu'il fait aussi partie des bonnes choses que la vie m'a offertes. Même si cela peut sembler paradoxal, parce qu'on parle le deuil, qu'est-ce qui est bon dedans. Pour vous dire que mon conjoint et moi avons vécu des épreuves, mais aussi des moments de tendresse, de beauté, de vérité, et qu'à travers ce deuil, j'ai appris à reconnaître la gratitude dans ce qui reste, dans les souvenirs, dans l'amour qui ne meurt pas avec la maladie. Je parle souvent de cette gratitude de la vie malgré les épreuves, car au fond, même dans la douleur, il y a parfois des lueurs d'espoir, de présence, d'amour inconditionnel. Et c'est cela que j'ai envie de vous transmettre. Une façon de voir la vie autrement. Et moi, je crois de tout cœur qu'il y a des deuils qu'on commence bien avant la fin. Et ce sont ceux du cœur, ceux du changement, ceux de l'absence dans la présence. Le deuil d'un conjoint atteint de maladie d'Alzheimer commence bien avant sa mort. Il commence dans les silences, dans les regards vides, dans les gestes qui ne font plus écho. Mais cet amour-là, celui qu'on a partagé, celui qu'on a construit, lui, il reste. Il vit dans nos enfants, dans nos souvenirs, dans ce que nous avons été ensemble. Ce n'est pas facile. Non, je peux vous dire que c'est vraiment pas facile. C'est même l'un des deuils les plus longs et les plus profonds. Mais on survit. Je peux vous le dire. On survit. Et parfois, on découvre en soi une force qu'on ne soupçonnait pas. Si vous avez une croyance, vous appuyez dans votre croyance. L'important, c'est que vous ne soyez pas seul. Si vous vivez quelque chose de semblable, sachez que vous n'êtes pas seul. Demandez de l'aide. Osez en parler. La maladie d'Alzheimer peut frapper n'importe qui. Personne n'est à l'abri. Même avec de l'aide, du soutien, beaucoup d'amour, on peut traverser l'épreuve avec plus de douceur. Et que oui, good thing, bonne chose, bon bagaille. Oui, nous pouvons vivre selon nos valeurs humaines et profiter de la vie. Good thing, bonne chose, bon bagaille. Nous pouvons vivre selon nos valeurs pour une vie extraordinaire. Et c'est ce que je vous souhaite. À la prochaine. Merci.